Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi je suis contre le Dry January. Bon, je sais que ça peut être un sujet un petit peu sensible où il y a des pour, des contre. Les extrémistes qui seraient amenés à passer là, passez votre chemin, ce n'est pas la peine de m'insulter, surtout qu'au final je vous dis que je suis contre. Et je ne suis pas totalement contre, c'est plus pour vous inciter à cliquer et à regarder cette vidéo. Donc je ne sais pas si c'est ma place de parler de ce genre de choses, quoique je vous donne ma vision en tant que producteur de vin. Et puis c'est une question qui m'a été posée là, c'est des sujets qu'on a abordés avec des clients ces jours. Donc je me dis que c'est peut-être l'endroit pour parler de ce sujet-là, pour avoir un petit peu mon point de vue et pour changer un petit peu de tout ce que l'on peut voir dans les grands médias. Si des fois dans mes propos je peux paraître un petit peu trop subjectif, je m'en excuse, ça n'est pas le but. Voilà, j'essaye de vous exposer ma vision des choses avec les différents éléments que j'ai pu glaner un petit peu partout. Essayez d'être le plus objectif possible, même si, vous l'aurez compris, je ne suis pas forcément la bonne personne pour parler de ces thèmes-là, étant donné que je suis producteur. Bon, maintenant que le cadre est posé, on peut décortiquer un petit peu tout ça. Donc déjà, en réalité, je suis pas vraiment contre. Je trouve qu'il y a des bonnes choses, je trouve qu'il y a des mauvaises choses. Je suis pour le fond, mais je suis contre la forme et je vous explique pourquoi. Donc comme je vous le disais, je suis pour sur le fond. Bien sûr que je suis pour la prévention, que les gens ne consomment pas trop d'alcool, pas trop à s'en faire malade, qu'ils respectent les prescriptions, mais c'est pas plus de 10 unités d'alcool par semaine, soit pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. Donc ça, les messages de prévention maintenant, ils sont ancrés et on en entend régulièrement parler. Donc oui, je suis pour cette prévention, surtout quand on connaît le désastre humain que ça peut être. Voilà, d'une personne qui tombe là-dedans pour son entourage, pour ses sujets à tout un type de violence, d'exclusion sociale. Donc oui, clairement, je suis pour la prévention. On voit bien les chiffres. Alors attention, il y a eu des débats à la radio, notamment par exemple, bon, ça fait un peu vieux de parler de France Inter, mais il y avait un débat là-dessus où bon, il y avait un médecin. Alors, j'ai rien contre les médecins, bien entendu. Mais lui, bon, vous voyez bien sûr qu'il était anti-vin, quoi. Hein. Donc, comment vous voulez discuter avec des gens comme ça? Ils sont persuadés de détenir la vérité, la bonne parole. Bon, ben voilà, je vous mets le lien en description. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mais oui, bien sûr, c'est une charge. D'un point de vue humain, trop de consommation d'alcool peut être catastrophique. C'est aussi une charge pour la société, hein, clairement. On parle de 118 milliards de coûts par an liés aux frais de santé liés à trop de consommation d'alcool, donc c'est loin d'être négligeable pour les finances publiques. Et puis en termes de décès, on parle de 23 000 à 41 000 décès par an. Mais attention à nuancer, parce qu'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, c'est que là les chiffres que je viens de vous donner, c'est des chiffres de 2015, de Santé publique France. Donc là j'ai pas retrouvé sur ces mêmes référentiels des chiffres plus récents. J'ai trouvé des chiffres de 2021 où on parle de la consommation, des niveaux de consommation. Je vais revenir un petit peu en détail là-dessus. Mais donc attention, depuis 2015, les choses ont évolué et notamment ont évolué à la baisse puisque la consommation d'alcool en France ne cesse de baisser. Et donc pour les chiffres de 2021 qui prennent plus sur les niveaux de consommation, la quantité, la fréquence, tous les facteurs sont à la baisse et sont pas à la baisse depuis récemment. Hein. Là l'étude elle date de plus de 20 ans, il y a un suivi sur plus de 20 ans, on voit bien, hein, ça baisse en continu. Je vous mets le graphique et puis je vous mets le site, hein. C'est pas des chiffres que je sors du chapeau, hein. C'est des chiffres qui sont publics, qui sont sur le site gouvernementale Santé publique France, hein, donc c'est pas moi qui les invente.
Et par exemple, vous voyez bien que les consommateurs hebdomadaires, c'est-à-dire les personnes qui consomment de l'alcool toutes les semaines, est passé de 62,6% dans les années 2000 à 39% en 2021. Donc quand même, bon, même si effectivement l'espace-temps, ça représente quand même 21 ans d'écart entre les premiers chiffres et les derniers chiffres, c'est une grosse diminution, mais quand même sur plus de 20 ans. Effectivement, à l'année, c'est pas énorme, mais si on prend sur cette échelle de 20 ans, ça fait quand même une baisse significative. Puis un autre chiffre, je vais pas tous vous les faire, je vous invite à aller lire ça. C'est pas mal parce que souvent, on ressort des chiffres comme ça, on entend à la télé, à la radio, on nous donne pas le référentiel de quand datent les études. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir les vrais chiffres remis dans leur référentiel parce qu'effectivement, là, des chiffres comme ça, je peux vous les citer, je vous donne pas certaines informations qui vont autour, mais qui sont quand même très importantes, et on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Le but de cette chaîne, c'est pas de vous faire des chiffres sur la consommation d'alcool en France, mais c'est de vous ouvrir un petit peu votre regard sur ce qui peut être raconté dans les journaux, à la télé, pour que vous puissiez vous-même vous faire votre propre avis sur le sujet. Et puis dernier chiffre, la part des consommateurs qui consommaient de l'alcool tous les jours est passée de 23,9% en 1992 à 8% en 2021. Donc on voit bien, encore une fois, là c'est encore une échelle de temps plus grande, mais quand même une baisse assez significative. Juste ces quelques chiffres vous montrent bien que la consommation d'alcool régulière est quand même nettement en baisse. Tant mieux pour la santé des personnes, puisque c'est cette consommation trop importante qui génère des problèmes de santé. Donc une fois tous ces chiffres posés, on voit bien que la consommation, que les volumes, tout ça est en baisse. Donc pourquoi tout le temps revenir des campagnes par exemple comme le Dry January pour chercher encore à faire baisser cette consommation d'alcool là et puis venir tout le temps taper sur notre profession. Donc déjà, revenons à la source de ce Dry January. D'où ça vient? Parce qu'en plus, c'est un anglicisme. Donc vous comprendrez bien que ça ne vient pas de chez nous. Ça vient des pays anglo-saxons et principalement le Royaume-Uni où il y a eu cette campagne qui a été lancée pour faire face à l'alcoolisme et notamment dans un cadre bien spécifique. Dans les pays anglo-saxons, il y a une surconsommation d'alcool et c'est autre chose que chez nous. Bon, j'ai pas les statistiques. Donc c'est des pays où notamment il y a des syndromes d'alcoolisation fœtale assez marqués. Il faut remettre ça dans le contexte, pourquoi ça a vu le jour. C'est une consommation effectivement d'alcool trop importante, mais il ne faut pas confondre les pays anglo-saxons et la France. On parle souvent de l'exception culturelle française. Là, pour le coup, on est plutôt sur une... Je ne veux pas dire qu'on est sur une consommation d'alcool saine, parce que ça pourrait être mal interprété, mais on est plutôt sur une consommation d'alcool qui tend toujours à diminuer. Donc pourquoi aller chercher des programmes de sensibilisation anglo-saxons qui au final n'ont peut-être pas autant lieu d'être chez nous qu'ils n'ont pu l'avoir en Angleterre? Autre point pour lequel je suis contre, c'est que j'en ai marre en tant que producteur d'être tout le temps montré du doigt pour une raison ou une autre. Un coup, ça va être pour les phytos. Un coup, ça va être parce qu'on produit de l'alcool qui est mauvais pour la santé. On nous sort tout le temps quelque chose. Il faut toujours que l'on monte notre profession du doigt. On nous montre tout le temps, j'exagère un petit peu, mais comme des assassins pour les phytos, pour l'alcool. Mais moi, clairement, je n'ai pas envie de ruiner la santé de mes clients. C'est bien la dernière chose que je veux, c'est de forcer les gens à la consommation pour qu'ils se détruisent la santé avec l'alcool qui est présent dans mes produits. Ça, c'est bien la dernière chose que je veux. Moi, je veux pas être responsable d'un accident sur la route parce que quelqu'un aura trop bu de mes vins. Non, moi, ce que je veux, c'est partager un bon produit au cours d'un bon repas, d'une soirée entre amis, quelque chose de festif, partager mon métier, la beauté de mon métier, de nos techniques, le côté ancestral de notre métier. Moi, c'est ça que je veux. Je veux partager ça.
j'ai aucunement envie de chercher à dégrader la santé des personnes qui viendraient acheter mes produits ou qui seraient riverains de mes vignes. Clairement, c'est pas du tout ça. Moi, je pourrais pas vivre si j'ai l'impression, je pourrais pas vivre, ou du moins, j'arrêterais tout de suite mon métier si j'ai l'impression d'être un tueur. Clairement, c'est pas du tout ça que je veux. Mais des fois, c'est un petit peu l'impression, encore une fois, là, je caricature un petit peu, mais à tout le temps nous montrer du doigt sous cette facette-là, c'est un petit peu l'impression que je pourrais avoir, qu'on cherche à montrer qu'on est des tueurs. Ici, un autre point, on parle de la loi E20, qui est une loi qui gère un petit peu la publicité au niveau du monde du vin, au niveau des alcools. Ça ne gère pas que le vin, mais j'ai un petit peu l'impression qu'on a une loi E20 à plusieurs vitesses. Je m'explique. Si j'ai le malheur de montrer des clients avec un verre de vin, il y a eu des cas de jurisprudence comme ça dans les tribunaux. Par exemple, si je montre ça sur des réseaux sociaux, sur une affiche publicitaire, des choses comme ça. Si j'ai le malheur qu'une association anti-alcool voie ça, je vais me faire traîner au tribunal, je vais prendre une prune, enfin bref, ça va me coûter les yeux de la tête. Peut-être à juste titre, parce qu'encore une fois, il faut faire attention quand on fait la promotion de nos produits. Mais, par contre, j'ai un petit peu l'impression que pour les autres alcools, ils sont pas tout à fait traités pareil. Parce que, par exemple, un alcoolier, un grand alcoolier, peut être sponsor officiel d'une compétition de sport, notamment par exemple le foot. On voit bien avec certaines marques de bière qui sont sponsors officiels. Tout le monde trouve ça cool. Les publicités passent, alors on nous fait des jolies publicités sur l'aspect un petit peu cool, sympa, coloré. Mais en attendant, on fait de la pub pour de l'alcool. Mais par contre, comme bien souvent, c'est des grands industriels avec les poches pleines de billets et qu'ils le distribuent comme ça, et ben là, on a un petit peu plus de mal à leur dire quoi que ce soit. Par contre, quand c'est des petits propriétaires, ou des secteurs un petit peu moins influents, même si certains ne seront pas d'accord, parce que ils vont dire oui, le lobby du vin en France, patati patata. Oui, on peut considérer que c'est un lobby fort, mais je suis pas sûr, en termes de puissance financière, que ce soit un lobby aussi fort que les grands alcooliers. Et puis certains se font des super pubs. On parle, par exemple, je vais pas le citer parce que le but c'est pas de taper sur qui que ce soit non plus. Mais qui sponsorise le Paris Saint-Germain, ça a fait beaucoup de bruit, ça a fait une super pub gratuite, et là tout le monde trouve ça formidable. Et nous, le vin, tout de suite, je trouve, on n'a pas le même impact. Je dirais, pour conclure, on a plus tendance à nous taper facilement dessus. Après, peut-être que cette vision n'est pas objective, étant donné que je trempe un petit peu dans le vin et que c'est mon métier. Encore un autre point, donc je suis pour la prévention, encore une fois, bien entendu. Je pense que seulement montrer les producteurs du doigt n'est pas une solution. C'est pas avec ça qu'on va résoudre les problèmes. Clairement, c'est un problème global. Nous, dans nos métiers, de communiquer là-dessus, de faire attention que les gens ne surconsomment pas. Par exemple, nous là, on vient d'avoir le label Vignoble et Découverte, et dans le cahier des charges, c'est de faire attention à une consommation raisonnable avec des choses toutes bêtes, en proposant aux gens de recracher quand ils dégustent. Et clairement, ça, nous, on le fait couramment, en faisant attention aux doses qu'on leur sert. Voilà, il y a tout un tas de choses que nous, on met en place pour inciter les gens à une consommation raisonnable. Mais c'est aussi l'affaire de tous. C'est aux consommateurs d'être éduqués. Il faut qu'on communique, mais je dis il faut qu'on, nous producteurs, mais aussi l'État, les pouvoirs publics, communiquer pour éduquer le consommateur, les parents, faire attention à ce que leurs enfants ne consomment pas trop d'alcool. Parce que clairement, quand on voit certaines soirées chez les jeunes, moi, il y a eu un moment, j'étais un petit peu plus jeune que ça aussi, clairement, j'ai pas vu beaucoup de vin. Donc, il faut aussi une éducation vis-à-vis des jeunes quand ils commencent à consommer de l'alcool pour éviter qu'ils en surconsomment. Mais ça, c'est certes, le producteur a sa part de responsabilité, mais les parents aussi ont leur part de responsabilité. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas seulement montrer du doigt les producteurs, mais aussi que tout le monde mette la main à la pâte pour sensibiliser
la population, les enfants, les adultes, au fait de ne pas trop consommer d'alcool, ou du moins ne pas consommer de l'alcool au-delà des prescriptions qui peuvent être données. Quand nous on fait déguster, on ne parle pas seulement d'alcool. L'alcool, effectivement, il est dans le vin. Ça, bon, maintenant on parle de vin sans alcool, c'est encore un autre sujet. Je ne viendrai pas sur ce sujet-là parce que sinon ça va durer des heures. Mais voilà, c'est un fait, il y a de l'alcool dans nos produits. Mais moi, je vends pas de l'alcool en soi. Pour moi, c'est un produit indirect des fermentations, de l'élaboration de mes vins. Je ne vends pas ça, moi. Moi, ce que je veux vendre, c'est le fruit qu'on sent dans le vin, c'est le terroir sur lequel il a été fait, c'est tout le travail qu'on a mis pour réaliser ce produit-là. C'est ça que je veux montrer aux clients. Moi, je veux pas montrer, je sais pas que je veux pas le montrer, mais moi, je veux pas qu'on résume mon produit seulement à la quantité d'alcool qu'il y a dedans, mais je veux qu'on montre un savoir-faire, une histoire qu'il y a derrière une bouteille. Et ça, malheureusement, avec ces politiques anti-alcool, vraiment ce que je peux reprocher, c'est qu'on efface tout le côté positif, tout ce côté ancestral, traditionnel, toute la beauté de notre métier au nom de la chasse à l'alcool. Dernier point, après je pense qu'on aura fait à peu près le tour sur ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Donc, il ne faut pas oublier que le vin en France, c'est quand même un secteur qui embauche des milliers, voire même, je pense au niveau national, c'est des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois directs, mais aussi indirects. C'est un produit certes culturel, mais aussi économique qui fait vivre la France. On voit bien les exportations de vin, c'est ce qui fait, je vais pas dire la seule chose, mais c'est une des choses qui fait connaître la France dans le monde et puis aussi qui rapporte de l'argent. Ça permet d'équilibrer la balance commerciale. Là encore, on va pas faire de l'économie. Je suis pas assez calé là-dessus. La vente de vin à l'export représente quand même une bonne partie, un chiffre assez significatif de la balance commerciale française. Comme je vous disais, ça représente quand même un certain nombre d'emplois. Donc, ça a quand même un poids. On fait vivre ceux qui travaillent dans les vignes et puis tous ceux qui gravitent autour de nous. Je vous citerai un exemple que m'avait donné l'œnologue. Par exemple, en 2021, quand on n'a pas fait de récolte. Il m'a dit, le problème, c'est qu'une année de pas de récolte comme 2021, il y a plein de choses qu'on sous-estime dans le rapport économique qu'a la viticulture sur nos territoires. Par exemple, bien sûr, si je fais moins de vin, je fais moins fonctionner l'œnologue. Là, dans le cas de la récolte de 2021, par exemple, on a embauché moins de vendangeurs. Donc, le petit boulanger qui était dans le village de l'œnologue, lui, il a vendu moins de pain. Donc, c'est un cercle vicieux. Si la viticulture tousse, c'est tout un tas de métiers que la viticulture fait vivre de manière directe et indirecte qui vont moins bien se porter. Donc, je ne dis pas qu'il faut anéantir la santé des consommateurs pour que certains puissent vivre de leur métier. Attention, ne faisons pas de raccourcis inutiles, mais c'est un cercle économique où chacun, on se fait vivre entre nous. Donc, il faut faire attention à ces campagnes anti-alcool qui peuvent, au final, avoir un impact sans doute limité. Quand on regarde un petit peu les chiffres, je serais curieux de l'impact réel de ce genre de campagne sur la consommation en alcool, mais par contre, à long terme, ça a un impact désastreux sur l'économie viticole d'une manière générale. Et dernier point, il y a quelque chose qui m'agace un petit peu, c'est qu'on montre toujours certaines choses, on pointe toujours les mêmes du doigt. Par contre, il y a aussi d'autres facteurs d'amélioration, par exemple le sucre dans l'alimentation, notamment tout ce qui est plat préparé, tout ce qui est cochonnerie que l'on peut acheter en magasin. C'est fait par des industriels avec un poids. Quand on parle de lobby, les industriels de l'agroalimentaire, je pense par rapport
au lobby du vin en France, on joue pas dans la même cour. Et bien justement, eux, le fait d'ajouter du sucre un petit peu partout, là, je veux pas dire qu'on ne sort pas de temps en temps dans les médias, mais ça n'a pas le même impact. Et il y en a partout, dans les sodas, dans les biscuits, dans tout un tas de choses qui sont très sucrées. Le sel, on en parle, mais on en parle peu. Alors encore une fois, je suis pas concerné, donc peut-être que je trouve qu'on en parle moins. Mais le sel, par exemple, pour gonfler de la viande, hein, les industriels qui utilisent ces techniques-là, qui gonflent les viandes à l'eau et puis au sel. Donc tout le sel qu'on mange comme ça, le sel aussi, ça a quand même un gros impact sur la santé. Il y a quelque temps, on parlait des polluants éternels, là, on parlait des revêtements d'ustensiles de cuisine. Là, c'est pareil, on a passé ça sous la table puisque le lobby, ils ont réussi à faire plier le gouvernement sur l'interdiction de ces produits-là. Alors attention, je dis pas que c'est parce que on tape sur nous qu'il faut obligatoirement taper sur les autres. C'est pas du tout ça que je veux vous dire. Mais d'un point de vue de santé publique, je trouve, on se focalise souvent sur certaines choses, comme par exemple l'alcool, on se focalise dessus, et puis on laisse courir d'autres choses qui ne sont pas sans impact, et loin de là sur la santé publique, et qui parfois sont gérées par des lobbies beaucoup plus importants, où là, comme ils arrosent tout le monde de pognon, on peut moins leur dire quelque chose. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je peux reprocher à ces différentes campagnes. Puis autre chose, là j'ai vu, ces jours-là on me parle de Vegan January ou un truc comme ça. Mais où on va s'arrêter? Donc au mois de janvier, on n'a plus le droit de boire de l'alcool, bon, admettons. On n'a plus le droit de manger de la viande. Punaise, mais on va se faire chier dans les mois de janvier à venir parce qu'on n'a plus le droit de rien faire. Alors encore une fois, c'est pas une incitation à boire de l'alcool au mois de janvier. Ne buvez pas de l'alcool en trop grande quantité. Ça c'est clair, le message est clair. Mais à un moment, il faut plus manger de viande, il faut plus faire ci. Bref, j'ai l'impression qu'on est dans une société où on peut plus faire grand chose. On a des anti-tout de partout. On nous parle de ça à longueur de journée. Donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire sur ce sujet du Dry January. Donc si je résume en quelques mots, c'est déjà faire attention à tous les chiffres que l'on peut vous donner à la télé. Mais là pour la consommation d'alcool, mais d'une manière générale. Parce que trop souvent, on va prendre des infos comme ça, hop, ou on va, disons, dans les médias, qui sont complètement déconnectés de là où elles ont été prises en termes de date, en termes de référentiel d'études. Et avec ces chiffres-là, on peut faire dire ce qu'on veut, comme on veut. Donc là, j'ai fait attention à vous partir sur des dates, sur des chiffres réels de Santé publique France, que je vous invite à aller consulter. Il n'y a pas de souci, c'est libre, vous pouvez aller consulter ça. Allez-y. Donc ça, c'était déjà le premier point. Donc le deuxième point, c'est oui, je suis bien sûr pour la prévention contre la surconsommation d'alcool. Ça, c'est indéniable d'un point de vue de santé publique. C'est indispensable de faire attention à la consommation d'alcool. Troisième point, je suis contre le fait de tout le temps pointer du doigt la filière viticole et de risquer de détruire un savoir-faire, une culture, un patrimoine au nom de la santé publique et des personnes qui sont anti-tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine en domaine.